Hop. Bonsoir à tous, bonsoir Dany, bonsoir à toutes les personnes qui sont présentes ce soir pour me retrouver pour cette webconférence pour laquelle je n'ai absolument rien préparé. Non, c'est pas vrai, j'ai deux, trois trucs à raconter éventuellement. Merci de nous rejoindre. Je vois qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont déjà connectées et je vous remercie. Et l'objectif de cette rencontre en vidéo, c'est de pouvoir discuter avec vous en temps réel, même si on reste bien éloignés les uns des autres, et de répondre à vos questions que vous pourriez avoir sur l'auto-édition. Alors, je dis ça parce que il y a une étudiante de la formation Godefroy, SP, qui m'a posé des questions et qui m'a dit « J'aimerais bien qu'on traite ce soir d'une question sur l'antagoniste ». Et il a fallu que je lui explique que c'était pas spécifiquement sur la méthode Godefroy, mais c'était sur l'auto-édition qu'on se voyait ce soir. Voilà. Donc, je le répète à ceux qui sont en train d'arriver, parce que je vois le compteur qui augmente, l'objectif de ce soir et de cette webconférence, c'est de répondre à vos questions en temps réel, voire de continuer la discussion. Si vous voulez prendre le micro, surtout, vous n'hésitez pas, vous levez la main, vous dites coucou, moi j'aimerais bien prendre le micro, et puis éventuellement laver la caméra si vous voulez aussi, et puis on peut en discuter ensemble. Bonsoir à tous. Bonsoir Alice, merci de nous rejoindre. Je crois que tu es un petit peu occupée, Alice, en ce moment, avec ta sortie de ton nouveau roman. Voilà, un petit peu. C'est très sympa de venir nous voir ici en ce moment. Voilà. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Moi, j'ai rien à raconter. Hein. Enfin, j'ai pas de choses à raconter. Enfin, si, je peux raconter plein de choses parce que j'aime bien parler. Voilà, qu'est-ce que je peux raconter? Déjà, j'avais fait une première vidéo, un premier webinaire comme ça il y a quelques mois, il y a plusieurs mois, et j'ai pas continué à le faire et je me suis rendu compte que c'était une erreur. Alors, j'ai pris une bonne résolution, c'est de véritablement faire cette webconférence avec ce sujet spécifique au moins une fois par mois pour discuter avec vous de ce qui évolue dans l'auto-édition, de ce qui marche, de ce qui marche pas, des nouvelles choses que je fais ou que j'imagine qu'on peut faire, et de le partager avec vous. Voilà. Il n'y a pas de sujet spécifique du jour, justement. On pourrait dire la sortie du confinement, du déconfinement. La sortie du confinement, moi personnellement, je ne suis pas sorti du confinement. Je continue à faire un aller-retour entre chez moi en face et ici. Éventuellement à aller acheter du pain, mais ça s'arrête là pour ce qui est du déconfinement. J'en ai profité pour aller voir Florian et discuter avec lui dans la rue à 2 mètres l'un de l'autre. Il avait apporté son mètre pour qu'on vérifie qu'on était bien là. Et voilà, en l'occurrence, s'il y a des questions à poser, vous posez les questions sur le chat, c'est le plus simple. Sinon, vous pouvez aussi prendre la parole en me disant bah, « moi j'aimerais bien parler ». Et à ce moment-là, je remets mon casque et tout le monde vous écoute. Oui, je parlais de Florian à l'instant. Donc, on vient de vivre une période assez particulière où il y a plein de choses qui ne sont pas des bonnes nouvelles, mais il y a aussi quelques bonnes nouvelles, et particulièrement des bonnes nouvelles pour les auto-édités, parce que le fait qu'Amazon ait été complètement fermé et soit encore fermé encore aujourd'hui, ça a ouvert un peu la brèche pour un certain nombre d'auto-édités. Et j'ai un exemple à vous montrer. Si j'y arrive, alors il faut ici partager son bureau. Voilà, j'autorise et je vous montre ce que ça donne. Voilà. Et parmi les choses les brèches qui ont été ouvertes, il y a justement le top des ventes dans les livres en général. Donc là, je suis sur Amazon en version anonyme. Et j'ai été dans
je reviens en arrière pour vous montrer. Voilà, ça c'est la page d'accueil. J'étais dans la catégorie livres et j'ai ouvert les tops des ventes. Et dans les tops des ventes, alors il y a plein de livres que je ne connais pas, à part Harry Potter et Musso et Minier et Raoult. Mais il y a aussi des livres que je connais, et notamment celui-ci là, le 52, un voisin étrange de Florian Denisson. Florian qu'on a reçu en webinaire pendant l'ouverture de la méthode Godefroy, qui a fait une percée phénoménale pendant le confinement parce qu'il avait un roman qui était une fiction pour la jeunesse et il est arrivé 52e. Alors il y a lui, il y a plus loin, il y a Sixtine qui bon, mais Sixtine qu'on voit un petit peu partout tout le temps, hein, mais qui est aussi dans le top 100 des ventes de livres papier et c'est quelque chose d'assez exceptionnel. J'espère que ça durera après la fin du confinement et que ce sera une manière de faire clore le bec à cet ostracisme contre les auteurs auto-édités qui souvent se retrouvent aussi sur les livres papier, parce que sur les livres papier sur Amazon, eh bien c'est essentiellement des livres d'éditeurs traditionnels qui sont présents. Alors, je vais essayer de retrouver ma fenêtre parce que je ne vois plus la fenêtre de chat. Hop, et je vais couper ça. Voilà. Je reviens. Je fais n'importe quoi. Je reviens à la vue audio-vidéo. Voilà. Et Florian Denisson est là. Merci Florian, bravo Florian pour cette très belle performance dans le top 100 des ventes de livres sur Amazon. C'est super. Alors, il y a une question de Xavier qui est est-ce que je peux évoquer les résultats que j'ai sur Amazon Advertising? Oui, alors j'en ai parlé courant décembre quand ça c'est enfin arrivé en France. Alors, j'avais déjà des publicités sur Amazon Advertising aux États-Unis parce que j'ai quelques livres en anglais. Et depuis le mois de décembre, on peut enfin faire des publicités sur la France. Mes résultats sont pas aussi excellents que ceux d'autres personnes que je connais assez bien, mais ils sont plutôt bons hein, dans l'ensemble, puisque je donne 800 euros par mois à Amazon France pour de la publicité et que Amazon France m'en rend 3500 environ. Donc c'est positif. Alors, mon cas est un petit peu particulier parce que je suis pas en fiction et je ne fais pas de publicité sur des livres de fiction. Je fais de la publicité sur des livres pratiques. Donc déjà, je suis dans une niche. Ça, c'est une première chose. Et puis, pendant le confinement, il y a eu une espèce de grand trou à un moment où la plupart des livres papier qui étaient commandables par KDP Papier n'étaient plus disponibles. Je pense qu'il traitait uniquement le haut du panier. Hein. Je sais que Florian n'avait pas de soucis. Il continuait à vendre des livres papier. Sixteen, dont on parlait à nouveau tout à l'heure, ça se passait bien aussi. Mais moi, mes livres, ils étaient pratiquement tous indisponibles. Donc, j'ai arrêté toutes les campagnes sur les publicités de livres papier. Mais dans les publicités sur Amazon Advertising, j'utilise à la fois les publicités pour des livres numériques et des publicités pour des livres papier. Donc j'ai eu une espèce de creux au mois d'avril où je montais jusqu'à fin mars et puis avril ça a baissé, ça a baissé, ça a baissé et là ça recommence à monter. J'ai à nouveau des meilleures performances. Et quand je dis meilleure performance, juste avant le début du confinement, j'atteignais un ACOS, le fameux chiffre qui est calculé par Amazon, qui fait le rapport entre ce qu'on a dépensé comme argent et ce qu'on gagne comme argent, d'environ 16% de mémoire. 16%, c'est-à-dire que 16%, il faudrait que je divise, que je fasse 16,5 divisé par 100. Non, ça va pas marcher, c'est pas comme ça qu'on fait. 100 divisé par 16,5.
Voilà, c'est en gros, je gagnais alors, je vendais, je faisais un chiffre d'affaires, pas des redevances, hein. Je faisais un chiffre d'affaires qui était 6 fois plus important que l'argent que je mettais dans Amazon Advertising. Donc c'est très efficace. C'est très efficace, mais j'ai passé énormément de temps au mois de janvier à travailler sur Amazon Advertising, à lancer des campagnes en testant des choses, en testant d'autres, en discutant avec d'autres personnes qui faisaient eux aussi des campagnes, en regardant combien ils mettaient, combien je mettais, combien on pouvait mettre, etc., etc. Et je continue régulièrement à mettre de l'argent, mais aussi passer du temps sur les campagnes Amazon Advertising pour voir ce qui se passe, pour voir ce que je peux lancer, pour voir ce que je peux régler, pour voir l'évolution des différentes choses, etc. Donc voilà. Alors, il y a d'autres. Donc voilà. Alors, en termes de bonnes pratiques à conseiller, moi, il y a une chose qui m'a surpris au début, particulièrement au début, ça me surprend moins aujourd'hui parce que j'ai fait autre chose depuis, c'était le fait que mes campagnes automatiques sur mes livres qui fonctionnaient les mieux, eh bien, elles étaient assez rentables. Elles étaient de l'ordre de... euh, elles me rapportaient 2 fois plus en redevance que ce qu'elles ne me coûtaient. Donc j'avais un ACOS, le fameux ACOS, de 35% sur les e-books. Comme je touche 70% sur les e-books, bon, ça faisait 2 fois plus. Ça, c'était automagique. Depuis, j'ai changé mes campagnes, j'ai fait beaucoup plus de campagnes, j'ai fait beaucoup plus de tests, et j'ai mis beaucoup plus de publicité sur différents livres. Il y a notamment une chose qui m'a surpris sur le moment, mais qui est en fait très logique si on y réfléchit, c'est le fait de faire des campagnes spécifiquement sur le livre papier et par rapport à des catégories en livre papier. C'est quelque chose qui, pour moi, fonctionne très très bien. Alors, c'est attention avec les publicités Amazon. Chaque personne est différente, chaque livre est différent, chaque catalogue est différent. Donc, ne mettez pas des sommes farfelues sur les publicités Amazon. Faites toujours des tests, regardez ces tests, regardez ce que ça donne. Est-ce que ça vous rapporte de l'argent? Est-ce que ça vous coûte de l'argent? Faites en sorte que ça vous rapporte vraiment de l'argent. Et à partir du moment où ça commence à vous rapporter un petit peu de l'argent, vous pouvez y passer plus de temps pour que ça vous rapporte plus d'argent. Donc moi, le livre papier et les catégories, ça a très bien fonctionné. Pour ce qui est des mots-clés, j'ai fait des grosses listes sur les mots-clés. J'ai fait des listes à 900 mots-clés, enfin non, peut-être pas 900 mots-clés, 400, 500, 600 mots-clés, avec des fautes d'orthographe, avec plein de choses dans tous les sens. J'ai d'abord cherché bien en utilisant la barre de recherche Amazon, hein, celle qui permet de voir ce que les gens recherchaient, parce que j'ai d'abord recherché les mots-clés qui généraient assez de recherche, enfin les mots-clés pour lesquels il y avait assez de personnes qui faisaient des recherches sur ces mots-clés-là pour que Amazon se donne la peine de proposer un raccourci. Vous savez, quand vous allez sur la barre de recherche Amazon, on va retourner sur mon écran. Voilà. Non, on va retourner sur mon écran. Je ne fais pas terminer le partage. Je fais ouvrir dans un navigateur. Autoriser. Voilà. Donc, on est à nouveau en partage normalement. Attendez, je vais hop, mettre la fenêtre de chat sur le côté comme ça. Je vois s'il y a quelqu'un qui parle. Voilà. Quand vous allez tout en haut ici, vous avez la barre de recherche. Vous mettez sur toutes nos catégories et vous faites, par exemple, roman policier. Et là, vous avez roman policier enfant 10 ans, roman poche. J'ai tapé Paul. Voilà, Paul. Policier 2020, policier poche, policier historique, policier ado, poche thriller, Polanski.
Roman Polanski, oui, c'est assez logique, etc., etc. Roman policier, enfant 9 ans, enfant 12 ans, voilà. J'ai pris tous ces mots-là et puis j'ai détricoté comme ça, en faisant des listes sur Excel et en rajoutant des mots et en rajoutant des mots et en rajoutant des mots. Alors il y a des mots qui ont très peu de trafic, mais ça tombe directement sur un résultat de recherche et ça intéresse énormément de personnes. Et puis il y a des mots qui ont beaucoup de trafic et pour lesquels, eh bien, je fais moins de ventes, mais tous ces mots-là, je les utilise et puis ça me donne tout un ensemble de campagnes. Voilà les deux bonnes pratiques que j'ai mises en place. Après, je fais d'autres choses. Il y a des moments où je ne sais même plus ce que je fais puisque j'ai quand même une quarantaine de campagnes qui tournent à l'heure actuelle sur donc une quarantaine de livres. Voilà, donc je ne sais plus où donner de la tête pour les campagnes Amazon. J'ai comme outil mon carnet dans lequel j'écris ce que je fais comme modification sur mes campagnes, quels sont les résultats avant que je fasse la modification, et je suis supposé après regarder ce que ça a donné. Donc voilà, j'ai des campagnes AMS États-Unis, enfin des choses comme ça. C'est le seul outil vraiment que voilà, là j'ai sur Amazon Angleterre des augmentations d'enchères. Je mets la date où j'ai fait les modifications, comme ça je peux voir si la date a vraiment provoqué plus d'impressions ou pas, des choses comme ça. Donc c'est comme ça que je fonctionne pour les publicités sur Amazon. Tuc, tuc, tuc. Alors je remonte un petit peu dans le... Voilà, donc on a Amazon Advertising. Tuc, tuc, tuc. Il y a quelqu'un qui pose des questions sur les processus légaux pour pouvoir vendre son livre. Les principales actions à faire, c'est le dépôt légal. Mais le dépôt légal est fermé en ce moment. Il sera peut-être ouvert en juin. On en parlait avec Florian récemment. Là, ils disent qu'ils vont nous informer sur le dépôt légal à partir du 25 mai. Donc, on ne sait pas trop. Pour le moment, c'est fermé. Moi, j'ai 6 livres qui sont en attente de dépôt légal. Et ça marche pas. Après, quand on commence à toucher de l'argent, eh bien, on n'est pas auteur au sens où c'est entendu en général dans l'édition traditionnelle. On se retrouve entreprise individuelle. Donc, comme je le dis assez souvent, pour les impôts, le premier euro d'impôt est dû. Si vous voulez vraiment être hyper carré, etc., le plus simple, c'est de vous inscrire en micro-entreprise individuelle, donc le fameux statut auto-entrepreneur. Vous aurez des charges à payer, mais vous avez des déclarations qui sont plus simples. Et quand vous payez vos charges, ils vous disent quelles sont les charges à payer exactement par rapport à vos revenus. Ce sont les deux obligations légales à faire, à suivre, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, à moins que je pense à autre chose. Quels sont les avantages et inconvénients des différentes plateformes? Eh bien, l'avantage de Kindle Direct Publishing, c'est que sur Kindle Direct Publishing, on vend des livres. Kobo et iBooks, on en vend moins. Moi, avant qu'il y ait Amazon Advertising, je faisais 80% de mes ventes sur Amazon Kindle. Je pense que là, je dois être passé à 90 ou 95% des ventes sur Amazon Kindle. Les boutiques Kobo, comme la boutique Apple, sont... Comment dire les choses sans être méchant? Moyennes. C'est difficile d'être découvert sur Kobo, c'est encore plus difficile d'être découvert sur iBooks, alors que sur Amazon,
on peut être découvert si on travaille, bien évidemment. On a des outils pour être découvert en utilisant les mots-clés de recherche, en utilisant les publicités, en utilisant tout un ensemble de choses. On peut être plus facilement découvert, être plus visible, et c'est plus facile de vendre des livres sur cette plateforme-là. Sur les autres, ça marche pas. La recherche Kobo, ça marche pas. Voilà, donc quand on démarre, puisque c'est quelqu'un qui démarre, qui pose la question, il vaut mieux se concentrer d'abord sur Amazon KDP. Après, quand on commence à avoir plus de ventes, quand on a un public, quand on a un lectorat, quand on a des gens qui nous demandent le livre, est-ce qu'il est disponible sur Kobo, etc., on peut aller voir les autres. Mais le mieux, c'est de commencer par Amazon KDP et d'être découvert sur Amazon KDP, d'avoir de la visibilité sur Amazon KDP. Alors, Rija qui pose aussi des questions sur Scrivener. Oui, alors moi aujourd'hui en ce moment j'utilise moins Scrivener parce que c'est un peu un gros logiciel. J'utilise un logiciel plus simple, mais Scrivener est très bien. Hein. Si je me remettais à écrire de la fiction, je reprendrais Scrivener. Il y a des bonnes formations sur Scrivener. Je ne suis pas qualifié pour donner de formation sur Scrivener, ni expliquer vraiment comment tirer à 100% parti de Scrivener. Il y a quelqu'un que je connais qui s'appelle Lionel Bory qui fait une formation sur Scrivener notamment, Scrivener Master, que je suis censé rééditer, ce que j'ai toujours pas fait, et mettre en vente sur ma plateforme de formation. Mais c'est une très bonne formation. Elle est très complète, elle permet d'expliquer, elle vous explique tout ce qu'il y a dans Scrivener et comment utiliser Scrivener, parce que c'est vrai que c'est un gros logiciel, il fait plein de choses, il fait tellement de choses qu'il y a plein de choses qui servent à très peu de personnes. Je ne peux pas me lancer dans une formation sur Scrivener maintenant. Alors, est-ce que je garde les mots-clés qui me coûtent et qui ne me rapportent rien? Bah, ça dépend combien ils me coûtent. Et oui, ça dépend combien ils me coûtent. S'ils me rapportent rien du tout, mais qui m'ont rien coûté, ou peu, je veux dire, voilà, je continue à laisser tourner pour voir s'il n'y a pas quelque chose là-dessous, s'il n'y a pas quelque chose qui va marcher. Mais non, sinon, si j'ai un mot-clé où j'ai eu 2000 clics et 0 vente, là, c'est sûr que je le tue. Voilà. Alors, Kobo fait peut-être une remontée spectaculaire en ce moment, mais quand on est auteur auto-édité, je trouve personnellement, c'est très difficile d'acquérir de la visibilité sur Kobo, à moins de... le problème, c'est que seul Camille Mofidi de Kobo peut nous aider à avoir de la visibilité sur Kobo. C'est pour ça que quelqu'un qui démarre, qui se lance dans l'auto-édition numérique, je ne lui conseille pas de miser beaucoup sur Kobo. Voilà, je lui conseille d'abord de miser sur Kindle Direct Publishing, de bien connaître Kindle Direct Publishing, parce que de toute façon, même si Kobo contribuera beaucoup à vos ventes à un moment donné, ça contribuera pas autant que Kindle Direct Publishing. Donc, très bien connaître Kindle Direct Publishing, tous les aspects de promotion, de savoir que le Countdown Deals, par exemple, ça sert strictement à rien, savoir bien gérer son prix, bien utiliser Kindle Direct Publishing. Ensuite, tout ce qui est bien évidemment catégories, mots-clés de recherche, etc., etc. Donc, bien savoir utiliser ça dans un premier temps, parce que je sais pas si vous voyez une fusée, elle peut décoller, mais si vous lui mettez 2 boosters sur les côtés, elle va décoller beaucoup plus vite, elle va aller beaucoup plus loin.
Et ben, Amazon KDP, pour moi, c'est ça pour les auteurs indépendants qui démarrent. À terme, quand on a plus de lectorat, quand on a plus de livres, oui, Kobo, c'est très bien. Et je garde toujours à l'esprit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc, oui, intéressez-vous à Kobo, mais dans un premier temps, voilà, je vous invite d'abord à bien maîtriser Kindle Direct Publishing, papier, numérique, sur le bout des doigts. Voilà, avant de vous intéresser aux autres boutiques. Sur iBooks, il y a une chose qui est intéressante pour tous les gens qui sont possesseurs de PC, c'est que la semaine dernière, il est enfin devenu possible de publier un livre sur iBooks en direct, sans être obligé d'avoir un Mac. Jusqu'à présent, il fallait avoir un Mac, ce qui fait que seuls certains privilégiés comme moi pouvaient le faire. Maintenant, vous avez une nouvelle plateforme qui vous permet de mettre des livres sur iBooks. Alors, toujours pour parler des différentes plateformes, il y a des cas précis dans lesquels les autres plateformes comme Kobo et iBooks sont plus intéressantes que Kindle Direct Publishing. Et notamment pour tout ce qui concerne les questions de prix et de sensibilité au prix. Les gens sont moins à la recherche de la bonne affaire et de prix très déterminés sur Kobo et iBooks. Et donc, si vous avez des livres qui, même en numérique, valent 14,99 €, il vaut mieux être sur Kobo et iBooks que sur Kindle Direct Publishing, parce que sur Kindle Direct Publishing, à 14,99 €, vous n'avez que 35% de redevance, alors que sur les autres plateformes, vous avez encore 70% de redevance. Voilà, donc c'est une des raisons pour lesquelles c'est intéressant de s'intéresser à ces plateformes. Par exemple, si vous faites un bundle, donc un rassemblement de plusieurs livres dans un coffret, et qu'il est justifié d'avoir ce coffret à un prix supérieur à 9,99 €. Alors, Mio, je ne sais absolument pas comment ça fonctionne pour les livres illustrés et quel est le marché qu'il peut y avoir là-dessus. Je peux pas. Je suis désolé, je préfère dire que je ne sais pas plutôt que de dire ouais, ça peut marcher. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. KDP est la place où il faut être absolument, exactement. Alors, Yannick qui dit plein de choses. Je pense que vous l'avez vu dans le chat. Alors, c'est la question de quoi. Qu'est-ce que tu penses de Bookelis comme partenaire pour le numérique et pour le papier? J'en pense exactement la même chose que KDP versus Kobo iBooks. KDP draine l'essentiel des lecteurs de numérique. Vraiment l'essentiel. Aux États-Unis, on parle de 65%. En France, je pense que c'est beaucoup plus que ça. Les petites boutiques type De Citre, Chapitre, etc., qui sont pourtant des noms qui sont très connus en termes de librairie, en livre numérique, ce sont des petites boutiques. Et dans ces boutiques-là, acquérir de la visibilité, c'est la croix et la bannière. Donc, comme souvent on utilise Bookelis, enfin, quand on est auteur auto-édité comme Florian ou moi, quoique Florian ne fait pas de livre numérique. Quand on est auteur auto-édité et qu'on utilise Bookelis pour le livre numérique, et on dit à Bookelis, ah non, les trois plateformes principales, Amazon, iBooks, Kobo, je les garde pour moi.
Donc on se retrouve avec les petites, les tea, des choses comme ça. Ça fait pas beaucoup de ventes et c'est vrai que quand je regarde mes chiffres de vente en numérique sur Bookelis, je vais pas gagner grand chose. Bon, ce qui se passe, c'est que ça me prend pas beaucoup de temps pour publier des livres numériques chez Bookelis et que malgré tout, il y a quand même quelques redevances qui arrivent derrière. Donc c'est bien, c'est bien. Mais par contre, non, si vous prenez la distribution premium et que vous avez déjà un compte KDP, je vous conseille un compte Kobo et éventuellement un compte iBooks. Je vous conseille encore de dire dans la distribution premium, non, ces trois boutiques-là, c'est moi qui m'en occupe. Occupe-toi des petites et puis voilà. Pour le papier, bah, je suis dans l'ensemble content. Bookelis m'a. Alors j'ai commencé vraiment à me lancer sur Bookelis, à travailler sur Bookelis, je crois, en novembre 2018. Je regarde en derrière, hein, parce que Bookelis. Ah oui, non, ça n'a pas marché avec cette fenêtre-là. Hop. Excusez-moi, hein, je j'ai pas d'anti-sèche. Alors, Bookelis, j'ai pas les dates, donc je ne sais même plus quand est-ce que j'ai commencé à faire du livre papier sur Bookelis. Mais Bookelis m'a rapporté 5 000 € de redevance sur une dizaine de livres papier et une dizaine de livres numériques. Donc, je considère que ce n'est pas une mauvaise affaire. J'ai des livres qui se sont vendus à 700 exemplaires, d'autres à 500 exemplaires, d'autres à 20 exemplaires. Mais voilà, je prends ce qu'il y a à prendre. Hein. Ça me permet d'avoir des ventes sur Fnac.com en papier. Et de ce point de vue-là, c'est une bonne chose. Voilà. Alice me dit qu'il faut que je parle de KDP Select. J'ai fait une vidéo, Richard, sur la différence entre KDP, KDP Select, Kindle Unlimited, tous les noms et les acronymes qui tournent autour de KDP, qui fait la distinction entre chacun de ces trucs-là. C'est sur autoediteur.com/vidéo, sans aucun accent nulle part. Ou alors tu vas sur autoediteur.com sans accent et dans la barre de menu, tu trouveras vidéo avec les différentes vidéos qui sont faites et c'est le moyen d'y accéder. On les trouve aussi sur ma chaîne YouTube spécialement sur l'auto-édition. Voilà, c'est important de connaître la différence entre KDP, KDP Select et savoir ce que c'est que ce qu'on appelait avant Kindle Unlimited et qu'on doit normalement appeler abonnement Kindle. C'est une chose qui est très importante à savoir. Et il faut penser que Kindle Unlimited et être dans KDP Select quand on ne publie pas ailleurs, c'est un outil qui est vraiment très utile et qui permet d'avoir plein de nouveaux lecteurs qui nous découvrent. Alors, Anouk qui demande entre le moment où on a écrit sur l'ordinateur et le moment de publier, quelles sont les étapes? Ouf, il y en a beaucoup, Anouk. Relecture, 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 correction, correction, correction interne, correction externe. Moi, je pousse vraiment beaucoup à faire des corrections externes. Alors, si on a des ambitions très élevées et qu'on veut mettre de l'argent dans son livre, je conseille de de travailler avec des correcteurs extérieurs professionnels. Ça va coûter de l'argent, mais chaque travail mérite salaire et ça reste raisonnable. Si on n'a pas autant d'ambition, au moins trouver des gens qui sont vraiment très 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 bons en orthographe parce que c'est toujours désagréable de se prendre des mauvais commentaires parce qu'on a des fautes d'orthographe. Trouver une couverture, et là je vous conseille de la même manière de songer très fortement à casser un petit peu votre tirelire ou utiliser des outils modernes
genre canva.com pour faire de vos couvertures, ne pas utiliser le créateur de couverture de KDP parce que c'est pas bien. On en est à 8. Faire la version numérique, faire la version papier, etc., etc. Il y a beaucoup d'étapes. La première fois, on peut y passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Quand on a plus d'expérience, comme Alice, comme Florian, comme moi, le travail lui-même ne va pas prendre plus que quelques heures. On va beaucoup travailler avec d'autres personnes. On va déléguer, on va trouver des gens qui sont super plus qualifiés que nous pour faire les choses. Et ça va prendre moins de temps. Et il y aura. Mais par contre, ces étapes vont rester. Est-ce qu'on a besoin de mettre des mentions légales? Alors, les seules mentions légales qu'on a besoin de mettre, c'est sur le livre papier, l'achevé d'imprimer et la date de dépôt légal. Voilà. Le reste, qu'est-ce qu'on met à la place de ces informations quand on est auto-éditeur? On met quoi? On met son ISBN si on en a un. Si on est juste en livre papier sur KDP, ça sert à rien d'en mettre. On met son achevé d'imprimer et le pays de production, donc la Pologne si vous êtes sur KDP papier. On met la date de dépôt légal et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Oui, les livres en couleur sont hors de prix à la fabrication. C'est juste quelque chose de monstrueux sur KDP papier, mais et même sur les autres. Hein. Alors, que valent Colibri ou The Edition? Je n'en sais absolument rien. Je n'ai pas été voir ce que cela donnait. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les outils qui permettent de se connecter directement aux boutiques et aux lecteurs. Et je pense que Colibri ou The Edition sont des intermédiaires supplémentaires. J'ai pas été voir, très franchement, donc je ne sais pas. Bookelis a un intérêt extraordinaire, ce qui est de permettre d'être en librairie. Alors, si Florian peut mettre un commentaire là-dessus concernant Mon voisin étrange, je crois qu'il a reçu des commandes de libraires et qu'il leur a dit non, mais vous embêtez pas, je vous donne le code ISBN où vous allez trouver mon livre directement disponible dans votre système habituel, d'Illicom ou Hachette ou autre, et les libraires peuvent commander directement Un voisin étrange auprès de Bookelis et Florian n'a rien à faire. Donc voilà exactement ce que dit Alice. Quand quelqu'un demande mais où trouver vos livres, il suffit de dire dans n'importe quelle librairie de France. Et si on a le code ISBN ou des informations qui permettent de trouver exactement le bon livre et de faciliter la vie du libraire, eh bien c'est encore mieux. Voilà, donc Alice nous a expliqué plein de choses. Et il faut la croire parce que Alice a plus d'expérience que moi. Elle était autrice avant que je ne fasse véritablement de l'auto-édition. Voilà, Amanda aussi. Alors. Ouais, il faut pas économiser sur la correction, mais en même temps, il faut savoir ce qu'on attend de la correction de ce qu'on écrit, savoir si on a des grandes ambitions et qu'on veut devenir vraiment un auteur auto-édité, indépendant, qui écrit plusieurs romans, ou si c'est juste un premier livre qu'on met comme ça juste pour tâter du doigt. Mais Alice sait très bien de quoi elle parle, puisque quand elle a eu son premier best-seller de Rosie Maldon, j'ai oublié comment ça s'appelait, Rosie Maldon, Un palace en enfer, merci Cyril. Au tout début, elle avait
pas fait ce travail-là. Elle avait juste repris un manuscrit qu'elle avait bien évidemment relu, mais quand on se relit soi-même, on ne peut pas retrouver les fautes d'orthographe. Ça, c'est quelque chose de mathématique, pas de mathématique, mais presque, c'est en tout cas quelque chose qui est observé systématiquement. On ne voit plus les fautes d'orthographe. Donc, elle avait laissé quelques fautes d'orthographe et elle s'était pris quelques commentaires un peu désagréables à ce sujet. Donc, depuis, une fois qu'on a trouvé des bonnes correctrices avec lesquelles travailler ou des bons correcteurs, mais pour le moment, je n'ai jamais rencontré que des correctrices, on leur confie absolument tout, même si on a corrigé plusieurs fois, même si on a passé euh, Antidote, merci Antidote, sur son livre. Voilà. Et le prix. Alors, Florent dit et le prix, et le prix, et le prix. Ah oui, le prix sur le truc. Alors, Hélène Babou fait maintenant des corrections. Je ne savais pas. Florian dit quelles sont les mentions légales qui sont demandées par la BNF, voilà, sur le livre papier. En ce qui concerne la jeunesse, oui, il y a quelque chose qui est indispensable et qui est vraiment mal connu, c'est le fait que depuis 45, il faut en plus faire un dépôt spécial pour les livres qui sont à destination de la jeunesse, en plus du dépôt légal à la BNF. Florian, pourquoi tu parlais du prix? Bon, oui, il faut des validations par tranche d'âge, même carrément, Yannick. Yannick a écrit plusieurs romans jeunesse, donc il est aussi. C'est l'expérience de chacun qui fait la richesse de l'auto-édition, hein. Voilà. Est-ce que je partage encore mon écran? Non, hein. Ah oui, je partage encore mon écran. Bon, bah ok. Voilà, terminé. Ah, le prix, c'est dans les mentions obligatoires auprès de la BNF. Oui, il faut mettre dans le document que vous envoyez avec le dépôt légal le prix auquel vous vendez votre livre. Il y a des situations particulières qui permettent de ne pas mettre le prix, notamment si le livre n'est pas disponible dans le circuit de la librairie générale. Voilà, donc ça, on va avoir une discussion pendant des heures là-dessus, sur l'impression du livre, sur les couvertures ou pas. Je fais comme ça, ne faites pas ce que je fais si vous ne voulez pas, mais j'ai tout un tas de livres sur lesquels il n'y a pas le prix sur la couverture parce que le prix est connu et que ça rentre dans le cadre de la loi, etc. etc. En plus, oui, chez Bookies, ils sont très sympas. Voilà. Alors, Kobo Rakuten en direct. Non, sur Kobo Rakuten, on ne peut mettre aucun mot-clé. Si Camille m'entend, ou si Marc, non, Marc de Kobo, ça n'existe plus. Si le président de Kobo regarde ce webinaire, ce qui n'a absolument aucune chance d'arriver, je le dis carrément, je vais être méchant, mais la boutique Kobo, au niveau de la recherche, c'est nul. Et ça s'est pas arrangé avec le temps. Les mots-clés, voilà, ça craint en effet, dit Yannick. Oui, c'est nullissime. Si vos mots-clés sont pas dans votre titre, vous avez absolument aucune chance d'être retrouvé. Et même dans ces conditions-là, ça marche moyen. J'ai l'impression que sur Kobo, il faut taper exactement le titre avec les fautes d'orthographe, les accents, etc.
trouvé pour être trouvé sur Kobo. Ou alors donner directement le lien vers le livre dans Kobo. Ça, si vous êtes sur Kobo, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Et moi je pense que sur les livres que je vends sur Kobo, c'est l'essentiel des choses qui marchent, parce que pour le reste, non, être découvert sur Kobo, accrochez-vous. Être trouvé sur Kobo par une série de liens, des recommandations, des choses que vous m'avez dites, oui, ça peut marcher, mais quand on démarre sur Kobo, il n'y a rien, il y a pas de mots-clés, il n'y a rien du tout. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où je forme techniquement sur le format papier Amazon? Non. Euh, j'ai un livre qui sort jeudi. Comment publier un livre papier sur Amazon? J'ai fait une vidéo aussi sur les différentes étapes de la publication de livres sur KDP papier. Même chose que pour tout à l'heure avec les différentes différences entre KDP, KDP Select, Kindle Unlimited, etc. La vidéo, vous pourrez la trouver sur autoéditeur.com. Là, j'ai fait un livre un peu plus consistant où je me suis penché sur pas mal de choses, les aspects typographiques, le gris typographique, la question éternelle de faut-il justifier le texte à droite ou pas, enfin, vous voyez, en mode tunnel ou pas. Voilà. Et tout un ensemble d'autres choses. Je parle beaucoup de Bookelis dans ce livre-là parce que moi, ce sont les deux solutions que j'utilise. Hein. C'est KDP papier pour les gens qui vont acheter des livres sur KDP, enfin sur Amazon, et Bookelis pour tout le reste. Donc, je parle beaucoup de ces deux-là. Voilà, sur Kobo, il n'y a que du numérique, mais ils ont un accord avec Bookelis, comme tu dis si bien, Alice, pour faire du papier, enfin, voilà, et avoir l'accès à la distribution papier moins cher. Il y a, alors, il y a une chose en particulier, c'est que sur le papier, il n'y a d'exclusivité nulle part. Il n'y a pas d'exclusivité sur KDP papier, il n'y a pas d'exclusivité sur Kobo, il n'y a pas d'exclusivité sur Bookelis, il y a d'exclusivité nulle part. Vous pouvez faire 10 éditions différentes de vos livres, avec 10 personnes différentes. Il vous faudra 10 ISBN, hein, puisque ce sont des éditions différentes, mais c'est tout à fait possible. Vous pouvez très bien travailler avec chacun comme vous voulez. Alice dit, pour le papier, je sors un roman, un broché sur KDP Print et un poche un peu moins cher chez Bookelis. Voilà, c'est une technique qui peut être utilisée. Voilà. Yannick dit, il y a une exclusivité d'1 an sur BOD. C'est quelque chose qui fait reculer. Oui, BOD a un très mauvais contrat, qui n'est pas un contrat de prestation, qui n'est pas un contrat de distribution, qui est un faux contrat d'édition. Un vrai faux contrat d'édition, et c'est une des raisons pour lesquelles je ne touche pas à BOD, même avec un bâton de 2 mètres de long, parce que pour moi, ça sent très mauvais. Alors, quelles sont selon moi les étapes indispensables pour une bonne sortie de livre? C'est une excellente question que je me pose à chaque fois, Florian. Alors, c'est bien que les gens sachent que le livre va sortir avant qu'il ne sorte. Ce que je ne fais pas en ce moment, par exemple, pour comment publier un livre papier sur KDP et pour le rendre disponible sur Amazon et les autres librairies. Voilà, qui est donc en parler avant. Prévenir les gens qui va sortir. Commencer
à, si vous le pouvez, à avoir des précommandes. Alors là, c'est quelque chose que je fais de plus en plus, parce que c'est possible de le faire sur le livre numérique. Je l'ai fait pour ce livre numérique, justement. J'ai déjà eu une dizaine ou une quinzaine de précommandes, alors que j'en parle à personne de ce livre. C'est quelque chose qui permet d'éveiller un petit peu l'intérêt. Et puis, dès que le livre est disponible, en numérique et sur Amazon, et bah, commencer à faire de la publicité pour ce livre-là, en plus, parce que moi, j'ai pas le temps de passer des heures et des heures sur Facebook pour parler de mes livres. Alors, parler des livres avant le lancement, je vais quand même faire une petite newsletter, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui me suivent, pour en parler un petit peu avant, en parler au moment de la sortie du livre. Ce qu'on peut faire aussi, et ce qui fonctionne assez bien, pour avoir plus de visibilité, et il y a des auteurs auto-édités qui ont vendu des milliers d'exemplaires qui continuent à le faire, c'est pendant les premiers jours, si on n'en a pas parlé, si on n'en parle pas sur les réseaux sociaux avant, etc., bah, faire profiter les gens qui vous suivent déjà d'une offre un peu avantageuse. Le mettre à 2,99 quand après il sera à 3,99, c'est une bonne chose. Et à ce moment-là, on parlait aux personnes qui vous suivent directement. Par exemple, hyper récemment, Guy Morand a fait un week-end à 1,99 pendant un week-end, oui, pendant 2 jours. Il a fait la vente de son roman à 1,99 au lieu de 3,99 pendant un week-end. Ça lui a permis d'avoir beaucoup de ventes pendant cette période-là et d'arriver bien évidemment dans le top 100 de sa catégorie ou des catégories dans lesquelles il est présent, mais je crois qu'il est aussi arrivé dans le top 100 général sur Kindle. Et évidemment, dans le top 100, ça assure beaucoup de visibilité en plus. Donc, comme le premier problème des auteurs auto-édités et indépendants, c'est le manque de visibilité, c'est une manière d'arriver à ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme étape indispensable? C'était ça la question, hein. Non, mais le mieux, ce serait que tu répondes, Florian, que tu fasses un petit billet pour expliquer comment toi, tu fais une sortie de livre. Voilà. Alors, Bookelist, c'est beaucoup plus cher pour la distribution papier, mais au moins, ils sont bien plus réglo. Ils sont bien plus réglo. Est-il possible avec Amazon KDP de commander un certain nombre d'exemplaires papier de ses propres livres et à quel tarif pour vendre en librairie indépendante? C'est tout à fait possible, Cathy. C'est ce que je fais généralement, hein. Je commande des exemplaires papier. Alors moi, je les commande soit chez Bookelist quand je veux avoir des livres de meilleure qualité, soit chez Amazon KDP quand je veux avoir des livres moins chers. Donc j'ai le choix, hein. C'est moins cher ou de meilleure qualité. KDP papier, c'est bien, mais quand on compare KDP papier à ce que fait Bookelist, il y a quand même une nette différence de qualité. Sur la couverture, sur la qualité de la couverture, sur la qualité du papier de la couverture, sur la qualité du papier, sur la qualité de la découpe, sur plein de petites choses qui vont agacer les enculeurs de mouches comme moi. Voilà, donc et puis c'est un tout petit peu plus cher par contre chez Bookelist. Mais tu peux très bien les acheter chez KDP sur les livres qui sont imprimés par KDP papier. Non, celui-ci, c'est un... Non. Sur les livres qui sont imprimés par KDP papier, tu vas avoir deux choses qui vont être très très mauvaises pour les libraires si ce que tu vises, c'est de faire du dépôt-vente ou des choses comme ça avec tes libraires. Première chose, c'est le code ISBN qui se trouve derrière. Bon,
celui-ci, c'est le mien. Donc, ok, ils sauront pas que c'est KDP papier. Mais en général, c'est celui de KDP papier qui est disponible. Donc, quand ils veulent le recommander, ce livre, en utilisant leur propre système de gestion de catalogue et de gestion de stock, ils peuvent pas le faire. Puis la deuxième chose qui va éventuellement leur faire hérisser le poil, c'est ça. Alors, pour des raisons, des bonnes raisons ou des mauvaises raisons, il y a des libraires qui refusent absolument de voir n'importe quoi qui porte le mot Amazon sur lui, et il y a des libraires qui disent moi, mes lecteurs, ils veulent un livre qui vienne d'Amazon, qui soit imprimé par Amazon, qui soit imprimé par quelqu'un d'autre. Ce qui compte, c'est que mes lecteurs soient contents. Donc voilà, il y a des gens qui vont gueuler parce qu'il y a écrit Amazon dessus et ça n'a pas marché. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions-là? Bah, on arrive non pas avec des livres Amazon imprimés chez Amazon, mais imprimés chez Bookelis. Le coût d'impression, il est évidemment plus important que si tu faisais un tirage de 1000 exemplaires, puisque c'est de l'impression à la demande, mais il est vraiment, vraiment raisonnable. Est-ce que j'ai pas de chiffre sous les yeux, mais entre 2 euros et 5 euros, suivant la taille de ton livre, c'est le nombre de feuilles qui va compter. Voilà, il est tout à fait raisonnable. Moi, le livre le plus cher que j'ai imprimé, c'était chez Ingram Spark. Il me coûtait 30 euros, mais c'était un livre de 900 pages en format un petit peu plus grand que le A4 et avec une couverture cartonnée, une couverture dure, hardback, un carré collé cousu. Voilà, mais c'était vraiment le cas extrême. Pour les tarifs, tu peux les connaître à l'avance, tout est expliqué et calculable via KDP, dit Yannick, et c'est exactement ça. Tu prends le nombre de pages que tu as, le type de papier que tu as, tu dis combien tu as, et Amazon te dit combien va te coûter l'impression. Pourquoi s'auto-éditer si on peut être édité? Eh bien, pour garder l'autonomie. Si on peut être édité, mais par une maison d'édition qui n'a pas plus de moyens que vous, je ne vois pas l'intérêt de travailler avec cette maison d'édition. Si vous avez, comme certaines personnes que je connais qui veulent se faire éditer, 25 000 personnes qui vous suivent sur Instagram, YouTube ou n'importe quoi, en fait, vous allez faire le boulot de la maison d'édition et en fait, la maison d'édition va pas vous apporter grand-chose si vous avez toutes les autres compétences, à savoir que vous êtes capable de gérer des couvertures, gérer des corrections, faire tout le travail éditorial que un éditeur fait pour vous. Maintenant, voilà. Tu, 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 tu. Ok. Voilà, et puis on gagne plus aussi. Hein. Oui, c'est clair qu'on gagne plus quand on s'auto-édite que quand on est édité. Hein. Voilà. Hmm. Euh, ok. Alors, Bookelis, les livres ne sont commandables en librairie que si on prend le pack Hachette. Oui. Si on ne prend pas le pack Hachette et qu'on prend le pack de base, on peut commander ses propres livres chez Bookelis. C'est, comme je disais, un tout petit peu plus cher. Alors vraiment,
pas grand-chose. C'est un petit peu plus cher que chez KDP papier, mais c'est de meilleure qualité. Après, il y a une information qui est mal mise en avant par Bookelis. Mais non, pourtant c'est écrit, c'est dans le menu. Il y a un programme chez Bookelis. Ah bah non, j'arrive pas à le retrouver. Il y a un programme chez Bookelis pour les gens qui ont déjà vendu beaucoup de livres et qui ont donc, d'une certaine manière, démontré qu'ils étaient des auteurs qui allaient pouvoir faire vraiment des choses et allaient vraiment pouvoir vendre des livres aussi en version papier. C'est le programme Les Pépites de Bookelis. Je ne sais pas à quel point il faut en parler ou pas en parler parce que ce programme existe, Bookelis accepte des gens dans ce programme, mais ils en parlent pas trop quand même non plus. Il y a des conditions pour accéder à ce programme, et quand on accède à ce programme, eh bien, les coûts du pack achète livre sont, voilà. Je ne sais pas comment on fait pour en savoir plus sur ce programme de manière publique. Les pépites Bookelis. Je tape sur Google. Voilà, bookelis.com/les-pépites. En votre qualité d'auteur indépendant accompli, nous serions ravis de vous accueillir au sein des Pépites Bookelis. Faire partie de ce programme vous permettra de bénéficier de nombreux avantages. Vous avez une grille de tarifs d'impression sur mesure, un abonnement gratuit au pack Hachette jusqu'à la suppression du titre, un référencement dans le catalogue de la librairie des PUF, des presses universitaires de France, mais aussi un suivi personnalisé. Et donc, pour en savoir plus sur les pépites, il faut cliquer et voilà, c'est dans les plus de Bookelis. Vous pouvez en profiter si vous avez au moins une des conditions suivantes. Un livre publié en maison d'édition dite traditionnelle dans les 2 dernières années, ou avoir gagné un concours littéraire organisé par une maison d'édition ou une plateforme d'auto-édition, bénéficier d'une expérience ou démontrer d'une implication particulière dans l'auto-édition, par exemple rédaction de guides, site personnel témoignant d'une connaissance réelle de l'auto-édition, etc., etc. Avoir vendu au moins 1000 exemplaires d'un livre de fiction papier et e-book compris. Ça, c'est la 4e option. C'est ou, hein, c'est pas et. Pour un livre de non-fiction, c'est 500 exemplaires. Et puis, pour les livres gratuits, c'est 5000 exemplaires. Donc, si, comme Florian qui est parti, vous avez fait 60 000 exemplaires, aucun problème. Et enfin voilà, il y a plein de modalités qui sont disponibles et vous pouvez accéder au programme des pépites de Bookelis. Ils seront ravis de vous accueillir, surtout si vous faites plein de ventes, parce qu'ils gagnent de l'argent quand vous faites des ventes de livres papier et des ventes de livres numériques. Voilà, je reviens sur ma page principale. Ah, maintenant c'est plus 500, c'est 2000 vendus. C'est 2000 vendus en livres de non-fiction. D'accord. Bon, bah ok. Tic, tic, tic. Peux-tu juste me dire si en parlant d'un fichier Scrivener texte pur, je peux y insérer des illustrations puis le transformer en PDF pour impression papier KDP ou c'est carrément autre chose? Pardon. C'est tout à fait possible de partir d'un fichier Scrivener avec des illustrations qui sont déjà insérées dans le fichier Scrivener et de faire une version PDF et de l'envoyer. Je ne l'ai pas fait récemment, mais je l'ai fait dans le passé. Ah, donc en livre de fiction, maintenant, c'est 2000 exemplaires. E-book plus papier. Donc si on a fait sur KDP print plus KDP numérique 2000 exemplaires, on a accès au programme des pépites de Bookelis. Et même sur Kobo, bien évidemment.
Et sur iBooks, si vous réussissez à vendre des livres sur iBooks. Non, je vends des livres sur iBooks, hein. Ça me rapporte 200 balles par mois, mais je vends des livres sur iBooks. Bon, bah, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont parties, mais il y en a d'autres qui sont encore là et qui n'ont pas posé de questions. Voilà. Voilà, le cours de Lionel avec un accès direct à sa formation, c'est cours.autoedit.net. C'est très bien. Philippe Comte, je pense. Alors, une question d'Anne sur l'audio. Alors, moi, je suis un mec très enthousiaste, en général, et j'étais super enthousiaste sur l'audio. Je suis un peu plus réservé et un peu plus prudent aujourd'hui sur l'audio. Parce que j'ai été échaudé en fait. J'ai passé pas mal de temps à faire des livres audio, non seulement des livres de développement personnel ou de coaching en livre audio, mais aussi des livres de fiction en audio, en travaillant avec des auteurs auto-édités qui m'ont fait confiance, euh, avec lesquels j'espère, enfin, qui sont contents de ce que j'ai fait. Les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes, malgré l'investissement en termes de temps, parce que faire des livres audio, c'est beaucoup de temps d'enregistrement, c'est beaucoup de temps d'édition, c'est beaucoup de temps de nettoyage, et puis c'est pas mal de temps dans l'édition, publication derrière, faire en sorte que non seulement le livre soit en audio disponible sur toutes les plateformes, mais aussi faire en sorte que les gens qui écoutent des livres audio puissent le trouver. Et je peux pas dire que ce soit un franc succès. Florian est parti, il a lui aussi fait plusieurs livres audio et ça marche pas terrible. Donc voilà. Si vous réussissez à avoir le, le triptyque magique de la sortie audio, plus la sortie papier, plus la sortie numérique en même temps, ça vaut le coup de tenter le coup. Enfin, ça vaut le jeu en vaut peut-être la chandelle. Si vous êtes dans un genre qui fonctionne particulièrement bien en livre audio, ça va vous aider. Mais il y a plein de genres qui ne marchent pas très bien en livre audio. Les genres qui fonctionnent le mieux, c'est coaching, développement personnel, de manière générale, thriller, et encore, Florian serait là où vous direz, bah, si vous êtes Bernard Minier, c'est pas mal, mais pour les autres, c'est pas terrible. Et voilà, donc je suis un peu déçu en fait par l'audio. Donc oui, quand on est comme moi, qu'on a presque une centaine de livres audio, oui, ça vaut le coup. Mais si on a un livre audio, je pense que c'est euh, c'est un peu, enfin, je veux pas être pessimiste, mais c'est plus difficile de tirer son épingle dans le livre audio. D'autant plus que les royalties sont vachement plus basses, même si le montant et le coût du livre audio est plus élevé. Hein. Les royalties sont vachement plus basses. C'est vachement plus difficile d'accéder aux distributeurs. À part Find a Way pour accéder aux différents distributeurs, c'est horrible. Et voilà, retomber sur ses pattes et retomber sur l'investissement qu'on a fait, parfois ça peut prendre plusieurs années. Et souvent ça prend plusieurs années. Donc voilà. Hop, hop, hop. Alors, quel format d'illustration vaut-il mieux demander à l'illustratrice pour ensuite insérer dans son fichier Scrivener? Le meilleur format à demander à une illustratrice, c'est le format sans aucune compression de quel que soit.
quelle qu'elle soit, d'une part, plus un format JPEG, plus un format PNG. J'ai ma femme qui s'en va. En fait, il faut lui demander les 3 formats. Le format sans compression, parce que on ne sait jamais ce qui va se passer demain, on ne sait jamais ce qui va se passer après-demain, ni encore après-demain. Moi, j'ai des livres audio où la seule version que j'ai, c'est la version MP3, parce que ouais, on va juste le filer en MP3, c'est très bien, donc vous pouvez livrer un fichier MP3, hein. Sauf que je peux pas continuer à les exploiter parce que j'ai que la version MP3 en 128 kilobits et que Audible demande la version en 192 kilobits par seconde, donc c'est pas très bien. Aujourd'hui, sur du livre audio, je demande du WAV parce que ouais, voilà. Voilà, donc il vaut mieux avoir du meilleur format de fichier au format le plus compressé. Parce que comme ça, derrière, on a la liberté de faire ou pas compresser ou pas compresser ce qu'on va donner. Après, voilà, il faut te positionner en tant qu'éditeur, Cathy, quand tu te poses la question de tout ça. Et ce que l'éditeur va vouloir, c'est la meilleure qualité possible pour pouvoir, lui, ensuite, se poser la question de la compression, de l'amélioration du bon ratio de compression des fichiers, etc. Ouais, c'est bien Philippe Comte qui est là. Est-ce que la prose poétique fonctionne en audio? Je ne sais absolument pas. Mais en même temps, il y a 1 mois et demi, 2 mois, je vous aurais dit que la littérature jeunesse, ça marchait pas. Donc, ne me croyez pas, faites des expériences par vous-même et je vous souhaite tout le succès qu'a obtenu Florian, quoi. Alors, est-ce que la romance ne marche pas sur l'audio? La romance marche pas très bien sur l'audio, enfin, marche pas très bien sur l'audio. Elle marche moins bien sur l'audio que d'autres genres. Et si on regarde, moi je regarde, excusez-moi, je suis un peu flou. Je vais essayer de corriger ce truc-là. Je suis flou. Voilà. Si on regarde les chiffres aux États-Unis, la romance ne marche absolument pas aux États-Unis en audio. Enfin, très très peu, très très peu. Le thriller marche super bien, le coaching ça marche bien, SF fantasy marche hyper bien en audio. Il y a plein de genres qui fonctionnent très bien en audio, mais la romance, c'est du livre numérique, du livre numérique, du livre numérique. Voilà, parce qu'en même temps, il y a une problématique de prix aussi pour le lecteur, hein. Une lectrice de romance qui va vous consommer un livre tous les 2 jours ou un livre tous les jours, si elle doit payer 14,95 € pour un livre audio ou même 9,95 € parce qu'elle a un abonnement sur Audible ou Kobo, elle va pas pouvoir en lire beaucoup enfin, ça va lui faire un trou dans son portefeuille, le livre audio de romance. Donc voilà. Livre pratique marche, oui, très bien. Livre pratique marche hyper bien dans tous les genres. Le papier et l'audio, encore mieux que dans le numérique, mais ça marche bien dans tous les genres. Bonjour, est-il nécessaire et recommandé de sortir plusieurs ouvrages par an, comme on le voit pour la plupart des auto-éditeurs? euh, Oui, oui. C'est mieux de sortir plusieurs livres par an. Euh, Au moins un livre par an. Au moins, grand minimum, un livre par an. Et si on peut en sortir plus, c'est mieux. Il y en a certains après qui sont des vrais staccanovistes, hein, qui sortent des livres au mois de mars et qui ressortent des livres après au mois de mai. Euh, et pour eux, en plus, il n'y a pas de question confinement, pas confinement, hein. Ils sont tout le temps dans cette approche-là. Vous avez Cédric Charles-Antoine, il sort un Cédric Charles-Antoine.
au printemps. Attendez, je crois que c'est un au printemps et un à l'automne. Voilà, 2 par an, un rythme pouf, pouf, tranquille, etc. Ça permet de continuer à entretenir le lien avec le lectorat. Et puis, à chaque nouvelle sortie, on a de nouveaux lecteurs qui ont un livre, 2 livres, 3 livres, 10 livres à découvrir. Ou pour certains, 20 livres, genre Mathieu Biasotto. Voilà, donc c'est bien. Est-ce que c'est indispensable? On peut très bien survivre avec un livre par an, comme Guy Morand, ou d'autres. Hein. Il y a plein de gens qui sortent un livre par an et ça suffit tout à fait. C'est mieux si on réussit à en sortir plusieurs par an, surtout si on se lance dans une série où là, bah, les lecteurs vont vouloir avoir, ils aimeraient quand même bien avoir le reste de la série avant l'année prochaine. Quelles sont les stratégies de promo qui ont ma préférence aujourd'hui? Bah, moi, je vais pas changer. Hein, c'est email et publicité, Facebook, Amazon. Euh, c'est voilà. Mes livres qui ne démarrent pas assez vite par manque de commentaires, je n'hésite pas à les mettre sur Simplement Pro en numérique, parfois même aussi en papier, pour faire en sorte qu'il y ait des gens qui découvrent ces livres et qui mettent des commentaires parce que il y a des livres qui ont besoin d'avoir du classement social d'une certaine manière pour aller plus loin. Hélène est assez qualifiée pour les livres de format d'illustration parce qu'elle a aussi été éditrice. Maintenant, si elle est ressortie un petit peu de l'édition. Euh, elle a fait elle aussi du livre jeunesse. Voilà. Donc elle dit pour un format d'illustration, il faut demander le format aux dimensions du livre imprimé. Et donc voilà, si c'est un fichier vectoriel, c'est encore mieux. Et oui, surtout un fichier CMJN si on fait du livre papier, parce que quand on passe d'une version RGB comme du JPEG, ça m'énerve ce truc qui flotte là. Voilà. Quand on passe du RGB ou du rouge vert bleu RVB au CMJN, bah dis donc, les couleurs elles prennent un sale coup dans la tête. Donc toujours demander du CMJN pour les versions papier, indispensable. C'est vrai, c'est quelque chose que j'oublie systématiquement et c'est très bien de le rappeler, Hélène. Je peux pas. Enfin, il y a des choses que je sais, mais pour aller les rechercher au fond du cerveau, voilà. Quelles sont les évolutions et tendances dans le lectorat? C'est une question de Céline. Bah, le lectorat passe de plus en plus au numérique, même s'il aime beaucoup encore le papier. Le livre audio en période hors des confinements, quand les gens ont des trajets quotidiens à faire, en voiture ou autrement, bah, le livre audio pour le thriller, pour les genres qui fonctionnent de manière générale bien, bah, continue à se développer. Mais en tant qu'auto-édité, c'est dur. Alors, si vous faites une série et que vous marchez très bien en livre papier, en livre numérique, ça va marcher en livre audio. Mais pour rentrer dans vos fonds, ça va être dur. Il va falloir. C'est pas un coup de baguette magique et la rentabilité n'est pas aussi immédiate que dans le livre papier et le livre numérique. Il va falloir s'accrocher un peu plus longtemps. Voilà. Mais après, on n'est pas là pour les 2 mois qui viennent, on n'est pas là pour les 6 mois qui viennent, on n'est pas là pour devenir riche en un instant, etc. On est là pour durer. Donc, il faut continuer. Ouf.
Alors, Cathy, tes filles sont quelque chose d'exceptionnel. Moi, je regarde la littérature jeunesse en livre audio et ça me fait pleurer à chaque fois parce que il y a très peu de ventes de livres audio en jeunesse, en tout cas sur les plateformes numériques. Pourquoi? Parce que les enfants ont rarement des smartphones ou des choses équivalentes pour lire des livres audio en numérique. Ça peut marcher pour le CD, mais c'est alors peut-être que tes filles sont privilégiées et ont déjà un iPhone, mais non, ça m'étonnerait quand même. Voilà. Oui, alors chaque auteur est de toute façon est libre de son rythme d'édition, hein. Si vous pouvez faire plus qu'un livre par an, faites-le. N'hésitez pas à le faire plus d'un livre par an. Si vous n'y arrivez pas, ne vous forcez pas à sortir plus d'un livre par an. Sortez un bon livre quand il est prêt. Voilà. Oui, je ne respecte pas la distanciation sociale. C'est exactement ça. Non, c'est parce que j'ai un mur bien bleu derrière et ça perd ma caméra. Elle est complètement paumée, elle n'arrive pas à faire le point. Ouais, de toute façon, on change de format tout le temps entre toi. Est-ce que j'ai des chiffres pour le taux de vente de livres auto-édités et édités? Non, je n'en ai absolument pas. Ouais, d'accord. Oui, en fait, si vous faites des livres audio pour les enfants, c'est pas aux enfants qu'il faut le vendre, c'est aux parents. Et ça va être la même chose pour le livre papier d'ailleurs, hein. Si vous faites des livres papier en littérature jeunesse, c'est d'abord aux parents qu'il va falloir le vendre. À moins, mais non, mais même comme ça, c'est d'abord aux parents qu'il faut le vendre parce que euh, toucher les enfants, obtenir des enfants qui soient prescripteurs sur leur lecture, ça va être très très difficile. Je reviens à la question de Céline. Est-ce que tu aurais des chiffres pour le taux de vente des livres auto-édités et édités? Non. Non, parce que il faudrait que je réussisse à consolider les chiffres des librairies. Donc, a priori, les chiffres du SNE. Plus les chiffres d'Amazon, parce que Amazon ne communique absolument pas ces chiffres au SNE d'une quelconque manière. Plus les chiffres de Kobo, plus les chiffres de deux sites, iBooks, etc. Et je suis désolé, je ne suis pas compétent pour faire ce genre de choses. Je n'ai pas les moyens intellectuels, je n'ai pas les moyens physiques, etc., etc. Donc, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je regarde avec le petit bout de la lorgnette sur chacune des plateformes différentes. Sur KDP, vous regardez le top 100 des ventes sur le livre numérique sur Kindle, et bah 70 à 80% des livres qui sont vendus dans le top 100, ce sont des livres indépendants. Voilà, donc no problème. Sur Kobo, ce sera plus partagé, vous aurez plus de livres édités par des maisons d'édition. Sur iBooks aussi. Pour le livre papier, pour les livres, les librairies type Fnac ou Amazon ou n'importe quoi, vous allez regarder le côté librairie, livre papier de ces boutiques en ligne. Vous verrez que c'est de l'édition traditionnelle qui tient le haut du panier. Voilà, c'est pour ça que je célébrais entre guillemets le fait qu'on ait plusieurs auto-édités qui soient dans le top 100 des livres papier sur Amazon en ce moment. Voilà. Alors, est-ce que les enfants aiment bien les livres interactifs sur iPad? Je pense que oui. J'avais l'intention, pendant le salon du livre, de retourner voir un copain avec qui j'avais monté une boîte auparavant, qui a monté Story Player, une application où les parents et les grands-parents peuvent, excusez-moi, lire des livres à voix haute
à leurs enfants, petits-enfants, et c'est enregistré, et les enfants peuvent ensuite rentrer dans la lecture du texte écrit avec la médiation de la voix de leurs parents ou grands-parents, etc., etc. Et cette société existe depuis 8, 8 ans, je crois, oui, 8 ans. Ils ont un assez beau catalogue chez Storyplayer. Ils ont beaucoup travaillé avec Bayard Jeunesse, etc., etc. Donc je pense que ça marche. Et ce sont des livres qui sont avec une interactivité simple, mais une interactivité quand même. Voilà. Ah, c'était ça la question, c'est le rapport entre numérique et papier. Oui, on doit approcher du 10% numérique, 90% papier, d'après le SNE. Maintenant, il y a des genres pour lesquels c'est en train de complètement changer dans l'autre sens. On va avoir 60% de numérique, 40% de papier ou pas. Alors, les institutions type CNL ne rapprochent pas les informations parce que il y a des informations qui ne sont pas publiques, qui sont jugées par les entreprises comme du secret professionnel et il n'y a aucune information. Alors, Hélène dit, à mon avis, actuellement, les petits éditeurs. Alors, je te rejoins beaucoup, Hélène. Je pense que là, dans les mois qui vont venir, pour avoir des nouvelles publications, ça va être un peu la croix à la bannière. N'espérez pas publier des livres avant 2022. Si vous voulez être édité par un éditeur, mais même un grand éditeur, hein, un grand éditeur, et pas seulement les petits éditeurs, hein, ils ont tout reporté, donc et ils vont continuer à tout reporter parce que il y a eu cette période où ils n'ont pas pu envoyer leurs livres. Ça fait un trou dans la trésorerie, ça fait un trou partout, ça fait un trou éditorial aussi. Donc tout va être décalé dans le temps. Mais il faut que je voilà, je suis à Nouveau-Net. Alors, les genres où le numérique devient dominant, bah, c'est la romance. Euh, voilà. La fantasy, ça devient assez dominant. Et si on suit les mêmes voies que les Américains ou les Anglais, ensuite on va voir la science-fiction aussi, pas mal. Le thriller, ça restera partagé entre numérique et papier, thriller policier, mais ça va augmenter de ce côté-là. Voilà, il suffit de regarder le top 100 d'Amazon et toutes les tablettes de chocolat. Cathy qui me demande si je trouverais ça bizarre de vendre pour la même histoire le e-book jamais illustré et une version illustrée seulement en papier. Oui, je trouverais ça super bizarre. Super bizarre. Même si sur une Kindle liseuse, l'illustration sera pas bien, parce que c'est de l'encre électronique et c'est pas comme un clavier d'iPad. Mais pour tous les gens qui vont lire sur un iPad, une tablette machin ou sur un smartphone, les illustrations, elles sont aussi bien, voire même parfois, euh, elles pourraient même être mieux encore sur ce média-là. Donc il faut absolument le mettre sur. Qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Je sais même, j'arrive pas à taper quelque chose et réfléchir en même temps et parler en même temps. Je suis terrible. Bon, j'arrête de taper quelque chose. Oui, mettre les illustrations sur la version numérique parce que notre habitude peut être vachement impactée par la lecture sur une liseuse numérique de type liseuse Kindle ou liseuse Kobo, parce que nous sommes
des lecteurs de fiction et que c'est mieux sur une liseuse. Mais il y a plein de personnes qui lisent des livres numériques là-dessus, sur un smartphone. Et sur un smartphone, il y a de la couleur, il y a tout ce qu'il faut pour que les illustrations passent très bien. Donc, et encore plus sur une tablette, parce que c'est plus grand. Donc, il faut absolument mettre les illustrations également dans la version numérique. Oh là 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 là. Eh ben, tu as l'avantage, Cathy, de pouvoir corriger tes erreurs facilement, puisque c'est une version numérique, et rajouter les illustrations. Tu changes ton fichier quand tu veux, ce que dit Alice, exactement. Est-ce que les États-Unis sont toujours en avance sur la France? Ça ne veut pas dire que forcément que ce qui se passe aux États-Unis va se passer en France. Dieu merci. Je ne sais pas si vous avez vu le président qu'ils ont à l'heure actuelle. Je ne veux pas le même en France. Mais il y a quand même, en termes de marché, on observe que la France suit de manière générale les mêmes orientations, pas dans les mêmes volumes, pas de la même manière que la France. Les deux marchés restent quand même très différents, ne serait-ce que parce que en France, je pense qu'en France, il y a autant de librairies qu'aux États-Unis. Voilà. Il y a un tissu de points de distribution du livre partout en France qui, qui est beaucoup plus. Il y a un maillage de la librairie qui est beaucoup plus important qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, dans les années 80, je suis encore flou, excusez-moi. Hein. Je suis toujours flou, ça m'énerve. Alors là, j'ai super flou. Aux États-Unis, dans les années 80 et 90, les méga chaînes type Borders et Barnes Noble ont détruit la librairie indépendante. Voilà, donc là, je suis flou. Et je ne suis plus flou. En France, la loi sur le prix unique, la loi Lang, a protégé les librairies indépendantes d'une déferlante des supermarchés, Fnac et autres Virgin, qui auraient pu se produire. Et donc, on a encore une très bonne vivacité de la librairie de manière générale, un attachement au livre papier, la disponibilité et la facilité d'avoir un livre papier dans toutes les librairies, et donc on aura toujours un grand écart entre la France et les États-Unis de ce point de vue-là. Mais les orientations elles-mêmes, elles ne vont pas. Les orientations elles-mêmes, elles sont les mêmes. C'est pour ça que je voulais éviter de dire même. Voilà. Voilà. Les mises à jour, on n'y pense pas assez souvent. Et il faut aussi penser que on ne peut pas, enfin, on peut faire des mises à jour et pas seulement sur l'intérieur de son livre. On peut faire aussi des mises à jour sur la couverture. Voilà, tu peux faire tu peux voir des coquilles à l'intérieur du texte et changer l'intérieur du texte, ok, pas de problème, etc. Mais si tu te rends compte que ton livre marche un petit peu moins bien, etc., tu peux essayer un changement de couverture. Il est parti, mais Florian est le mec que je connais qui a essayé le plus de couvertures différentes sur ses livres. Il a des livres qui ont eu déjà 4 couvertures. Après, il y a des livres qui ont toujours la même couverture. Mais il y a des livres qui ont eu déjà 4 couvertures. Et bon, c'est plus ou moins efficace, mais il y a des fois où ça fait la différence. Et moi-même, il y a des livres sur lesquels j'ai changé les couvertures à plusieurs reprises, et sur plein de livres sur lesquels il faut que je change les couvertures parce que franchement,
celle que j'ai faite en 2012-2013. J'ai honte. Et enfin, non, j'ai pas honte. J'aurais honte si je ne les changeais jamais. Voilà. Alors, Guy Nomet pose une question sur les coûts de l'édition numérique et celle papier sur la plateforme Amazon. Bah, c'est simple. Je ne retrouve pas la question parce qu'elle est certainement beaucoup plus haut parce que je ne l'ai pas vue. Mais publier un livre numérique sur Amazon, ça coûte 0 la tête à Toto. Je cherche la question en même temps. 0 la tête à Toto. Et publier un livre papier sur Amazon, ça coûte 0 la tête à Toto. La seule chose qui coûte, c'est quand le livre est imprimé. Et là, alors, non, ça c'est. J'ai vu la question sur les enfin le nombre de livres par an, mais je suis désolé. Est-ce que tu peux reposer la question ou la faire un copier-coller parce que je ne la retrouve pas. Comment on éteint? Bah tu pars. Ciao Alice. Bisous bisous. Ah. Puis-je lister les lignes de coûts à chaque sortie en e-book et en livre broché papier? Non, je ne peux pas. Il y a des parce que en fait à chaque livre, je vais faire des choses différentes et ça va avoir des coûts différents en termes de répercussions sur le coût de travail à la base. Il y a des livres sur lesquels je vais faire la couverture et donc ça va me coûter zéro, rien. Il y a des livres sur lesquels je vais utiliser une couverture qui a déjà été réalisée, ça va me coûter 50-60 balles. Il y a des livres sur lesquels je vais commissionner un graphiste pour le faire, ça va me coûter 400 euros. Un livre, je fais corriger un livre audio, je fais corriger un livre de 25 000 mots, ça va me coûter 200 à 300 euros, je sais plus exactement. Je fais un livre de 500 pages, ça va me coûter plus cher évidemment pour la correction. Après, les coûts autres, ISBN, ça me coûte rien. Copyright, moi je vais pas chez Copyright France, je suis désolé, ça me coûte rien. Le reste ne me coûte rien du tout. Bon, voilà. Donc non, les choses qui coûtent, les choses dans lesquelles j'investis, ce sont les prestations de personnes qui sont plus qualifiées que moi à l'extérieur. Auteur, évidemment, si c'est un auteur qui écrit le livre et je lui donne une avance que je vais récupérer ou pas. Correcteur, parce que je pourrais corriger certaines choses, je le fais régulièrement, mais je n'aurai pas un travail d'une aussi bonne qualité que ce que fait ma correctrice habituelle. Couverture, c'est ça que je vais là où je vais dépenser de l'argent aussi. Et puis, de plus en plus, je n'ai absolument plus le temps de faire des livres audio et Dieu sait que ça me fait mal au cœur, mais je n'ai plus le temps enfin, je ne prends plus le temps de faire des livres audio et ça me brise le cœur, mais en même temps, je déteste avoir des livres audio qui sont en retard. Donc, aujourd'hui, je travaille avec des narrateurs qui font un travail nickel. Et ça me coûte 2000, 2500 euros, 3000 euros pour avoir un livre audio prêt à être édité. Voilà, donc ça, c'est les choses que je dépense. Le reste, ISBN, ça ne coûte rien, puisque c'est la FNIL. Ok, j'ai eu
un segment ISBN à l'époque où c'était gratuit. Aujourd'hui, c'est devenu payant pour son premier segment ISBN, mais c'est payant uniquement la première fois. Et le montant est assez symbolique. Je crois que ça doit être 25 ou 30 euros, je pourrais vérifier. Copyright France, je n'utilise pas. Je suis désolé, je n'utilise pas. Ça pourrait être utile, mais moi, je n'utilise pas. Donc, je ne dépense pas un centime chez eux. Voilà. Et puis sinon, tout le reste, c'est des coûts de prestations avec des personnes qui sont qualifiées. Et là, ça peut monter très haut, en effet. J'ai aussi fait à une autre époque, quand moi j'ai essayé d'écrire un roman de fiction, j'ai demandé à un éditeur, au sens américain, donc quelqu'un qui lit et qui fait une appréciation du texte, de la narration, de l'histoire, etc., etc. J'ai demandé une prestation d'avis. Et là aussi, ça m'a coûté quelques centaines d'euros. Voilà. Ce sont les choses sur lesquelles je dépense de l'argent, mais c'est les seules sur lesquelles je dépense de l'argent. Bon, écoutez, voilà, 19h41, ça fait 1h40 qu'on est ensemble à peu près. Ça fait même une heure et 41 minutes qu'on est ensemble. Euh, je vous remercie pour cette conférence. Je vous propose qu'on se revoie dans un mois, dans un mois, on refait la même chose dans un mois avec d'autres questions, d'autres sujets. N'hésitez pas à vous reconnecter. Il y a des livres qui sont écrits, il y a de nombreux livres qui sont écrits sur l'auto-édition. Les miens, ceux des autres, celui de Jacqueline Vendroux est excellent, je le recommande régulièrement, il est très bon. Et puis il y a des articles en veux-tu en voilà. Et il y a un moustique qui se balade. Voilà. Merci pour les échanges. Merci beaucoup pour toutes les questions que vous avez posées. Il y en a quelques-unes qui m'ont coincé, je vous l'avoue. Hein, donc, n'hésitez pas à me reposer d'autres questions qui me coincent. Quand il y a des questions qui me coincent et que voilà, je me dis, il faudrait peut-être que j'aille voir de ce côté-là aussi. Je vous souhaite une excellente soirée. Surtout, ne vous arrêtez pas, croyez en vous, et puis expérimentez parce que il y a toujours de bonnes idées et de nouvelles choses à faire qui peuvent marcher. La pire chose qui puisse vous arriver, c'est de réussir. Voilà. Bonne soirée et à bientôt.